partout au Sénégal, midi en temps universel, l'heure du grand journal. Bienvenue. À la une de l'actualité, cette giga manifestation annoncée par la coalition Yewwi Askan Wi pour cet après-midi au terrain ACAPES des Parcelles Assainies. Toujours pas de nouvelles du préfet de Dakar, autorisation ou interdiction. Quoi qu'il en soit, les organisateurs annoncent que le giga meeting aura lieu. Nous serons en direct avec notre reporter au terrain ACAPES et nous prendrons le pouls de Dakar à quelques heures de la manifestation avec notamment cette interdiction de vente de carburant les 3 prochains jours sur arrêté du gouverneur de Dakar. Nous analyserons également la situation sécuritaire avec des spécialistes. Sur le front social, la grève de 48 heures de l'Union nationale des travailleurs de la justice poursuivie à Kaolack et la menace de grève de la faim des ex-travailleurs de la biscuiterie Werbe qui courent derrière leurs droits depuis 12 ans. Au lendemain de des élections de représentativité dans le secteur de l'éducation, les réactions continuent. Aujourd'hui, celle du CELS qui explique la défaite de ce syndicat qui n'a pas été retenu parmi les 7 qui vont représenter le secteur aux négociations avec le gouvernement. À la fin de cette édition, nous évoquerons le lourd climat sociopolitique actuellement au Sénégal avec des manifestations prévues par PASTEF et Yewwi Askan Wi. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. À quelques petites heures de ce que la coalition Yewwi Askan Wi annonce comme un giga meeting au terrain ACAPES des Parcelles Assainies, nous apprenons à l'instant que le préfet de Dakar vient d'autoriser la manifestation. Nous allons en direct tout de suite sur le terrain ACAPES où se trouve notre reporter Fama Dione. Bonjour. Fama Dione, que nous allons retrouver dans un court instant, puisqu'elle se trouve au terrain ACAPES où doit se tenir cet après-midi ce que Yewwi Askan Wi appelle un giga meeting. Plusieurs jeunes avaient déjà pris d'assaut le terrain ACAPES des Parcelles Assainies, le lieu du rassemblement. Ils sont venus, disent-ils, soutenir les leaders de Yewwi Askan Wi, particulièrement Ousmane Sonko, qui a maille à partir avec la justice. Le leader de PASTEF est à nouveau convoqué ce jeudi dans l'affaire qui l'oppose au ministre Mame Mbaye Niang. Quelques jeunes interrogés par Fama Dione disent adhérer au projet de la coalition Yewwi Askan Wi. Nous les écoutons. Bon, je suis là depuis 6 h du matin. Bon, j'ai décidé d'aller me coucher, mais finalement, j'ai pas pu le faire. C'est parce que voilà, donc je me suis couché sans dormir et puis j'ai décidé de me lever à 5 h du matin, à 6 h pour me rendre ici, quoi. Juste parce que le projet, voilà, donc je ne peux pas expliquer là où je veux défendre, jusqu'à quel point je veux défendre ce projet-là, quoi. Le président Ousmane Sonko, M. Elmi, a fait appel à nous patriotes, nous jeunes, vu que c'est notre jour, nous les Parcellois, c'est nous qui gérons l'organisation et tout, en attendant que les autres nous rejoignent. Bien sûr qu'on croit à ce projet. C'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Notre raison, c'est rien d'autre que vraiment pour venir accompagner notre cher président Ousmane Sonko et vraiment dire oui à tous les Sénégalais que nous sommes derrière Ousmane Sonko et vraiment défendre notre projet de société en 2024, Inch'Allah, pour aider notre cher président Ousmane Sonko. Nous retournons au terrain ACAPES des Parcelles Assainies pour retrouver Fama Dione. Bonjour. Bonjour Souleymane. À quelques heures de cette manifestation, nous venons d'apprendre que le préfet a autorisé le grand meeting prévu sur place. Quelle est l'ambiance et surtout quelle est la réaction à l'annonce de cette autorisation? Alors, Souleymane, les leaders de Yewwi Askan Wi l'avaient annoncé, eh bien, ils l'ont fait, ils ont décidé de renouer avec les manifestations de la rue pour dénoncer l'instrumentalisation de la justice, les arrestations jugées arbitraires, entre autres. Alors, aujourd'hui, les Parcelles Assainies sont la première étape de cette manifestation qui va se prolonger jusqu'à demain. Alors, sur place, des manifestants ont fait le déplacement. Vous les avez certainement entendus dans le micro-trottoir. Les organisateurs s'affairent au dernier réglage. Un travail qui est relativement quand même difficile, vu le nombre de militants qui ont donc fait le déplacement ici. Alors, les préposés à la sécurité ont du travail, Souleymane.
ils essaient de mettre les militants derrière les barrières érigées, mais en vain, car les jeunes se forment en petits groupes. Alors ici, Souleymane, c'est maintenant que nous venons d'avoir la réaction, bien la position du préfet sur la manifestation, l'autorisation ou non de cette manifestation. Eh bien, on n'a pas eu encore l'occasion de les interroger sur cela, mais sachez d'abord que les personnes qui ont fait les déplacements ici n'attendaient pas l'autorisation du préfet, ou pas, parce qu'ils avaient déjà convenu qu'avec sans autorisation, ils allaient tenir leur manifestation. En tout cas, ici, au terrain Capes, il n'y a pas encore d'éléments des forces de sécurité. Par contre, il y a un jalonnement de la gendarmerie visible allant de l'avenue Cheikh Anta Diop à la VDN en allant vers les parcelles de Sidi Souleymane. Et si je vous ai bien compris, il y a un début d'affluence, le public commence à arriver? Il y a une centaine, voire 200 personnes qui sont là. Et comme c'est une ambiance de fête, les vendeurs de maillots sont là, les gens sont là, les jeunes en majorité. Il y a aussi les leaders de PASTEF qu'on commence à percevoir, des gens qui sont dans la coalition Yewwi Askan Wi, particulièrement PASTEF, comme Abass Fall. Ils sont déjà sur place et ils promettent de faire la fête, mais également de passer un message au président Macky Sall qu'il ne faudrait pas que la justice soit instrumentalisée. Merci Fama John, nous vous retrouverons au cours de nos prochaines éditions bien naturellement et nous reviendrons justement sur cette manifestation prévue cet après-midi et nous verrons la réaction de la majorité au pouvoir avec ces brigades de riposte mises en place par des pontes du régime pour, je cite, défendre et sauvegarder les institutions et sécuriser les personnes et les biens à Guédiawaye ainsi qu'à Pikine. Et vous le savez, pour des raisons de sécurité, le gouverneur de Dakar a interdit la vente de carburant dans des récipients. La mesure qui est entrée en vigueur depuis hier va se poursuivre jusqu'à vendredi prochain. Les gérants des stations-service se sont conformés, certains précisant même qu'ils appliquaient la décision bien avant l'arrêté du gouverneur. Les automobilistes, eux, saluent la mesure à sa juste valeur. Reportage Oumou Kalsoumdi. Dans cette station-service située au centre-ville, la vente de carburant ne se fait pas au détail. La mesure du gouverneur est déjà en vigueur. Autre lieu, la station-service située sur l'avenue Malick Sy. Ici, un camion-citerne est garé devant les lieux pour remplir les réservoirs de ce liquide inflammable. Ali Fofana, le chef de piste, comprend la mesure. Au minimum par mesure de sécurité, quoi. Parce qu'un produit inflammable dans un bidon en plastique, ou bien, bon, c'est pas sûr là. Nous, on ne vend pas dans les bidons, c'est interdit, quoi. Nous, on ne le faisait pas, quoi. Cette procédure, ça fait longtemps. Des stations-service sont souvent victimes de saccages lors des manifestations. Ce chef de piste affirme avoir pris les devants pour parer à toute éventualité. Parce qu'il y a des voyous, bon, il y a tout dans la manifestation. On ne peut pas contrôler ça et on ne peut pas gérer ça. Bon, par mesure de sécurité, ouais, on préfère arrêter, quoi, fermer, quoi. Ça, s'ils ont sensibilisé les gens encore, bon, c'est bien, quoi. C'est bien parce que c'est les Sénégalais qui travaillent là-bas. Ces automobilistes rencontrés disent respecter l'interdiction par mesure de sécurité. C'est un produit qui est flammable. Donc à tout moment, ça peut causer des dangers collatéraux. En ce moment, ce que je pense que c'est normal acheter de l'essence dans les stations. Le gouverneur de la région de Dakar a interdit durant 5 jours la vente au détail du carburant dans les récipients, une mesure bien saluée par les automobilistes et les gérants des stations-service. Et je vous le disais tout à l'heure, nous nous sommes également intéressés aux brigades de riposte mises en place par des responsables du régime pour défendre et sauvegarder les institutions et sécuriser les personnes et les biens. Lat Diop, le directeur général de la LONASE, et le ministre de la Justice, Pape Malick Ndour, ont décidé d'apporter une riposte à l'opposition qu'ils accusent de vouloir créer une situation d'instabilité dans le pays. Alors, nous avons demandé à des commissaires de police à la retraite si tout cela était légal et quelles pourraient être les éventuelles conséquences. Mohamed Ali Mouba. Selon le commandant de police à la retraite, Mansour Mboup, Lat Diop de Guédiawaye et Pape Malick Ndour, le ministre de la Jeunesse, n'ont pas le droit de privatiser la sécurité publique. Le civil ne peut pas éduquer le civil, encore plus qu'il s'agit de deux camps adverses.
aucun cas ne peut éduquer, neutraliser l'autre par moyen de droit et par voie de droit. Le brigadier chef des gardiens de la paix à la retraite et président national des policiers à la retraite du Sénégal, Cheikhna Keita, entonne la même trompette. Ça ne les concerne pas. S'il y a débordement, ceux qui organisent ce meeting-là, s'il y a vraiment débordement et qu'il y a des cas, eux, ils seront impliqués. Ça, qu'ils le sachent. Ils sont responsables publics, ils n'ont qu'à appeler à faire des manifestations comme ils veulent. Mais vouloir dire que Ousmane Sonko organise une manifestation, si la manifestation est autorisée, mais laissez la police et les gendarmeries faire le travail. Si la manifestation n'est interdite, mais Ousmane Sonko n'a pas le droit de faire quoi qu'il en soit. Laissez les policiers et les gendarmes faire le travail. Mais soit dit, comment ça s'appelle, un Mossamba ou un Demba, et j'ai le droit vraiment d'aller voir pour vraiment que le président vous entende, pour dire que je suis en train de faire un travail, c'est pas ça. Selon le commandant de police à la retraite, Mansour Mboup, c'est parce qu'il y a de réels risques de débordement. Mais la création de milices, c'est un crime, c'est une menace contre l'État. Parce que vous prenez la place des forces institutionnelles de l'État. Les milices sont des délinquants, de quelque bord qu'ils viennent. Quiconque crée des milices est un délinquant. Les milices concourent à l'instabilité du pays. Le commandant Mboup demande au régime de savoir raison garder et de soutenir le président autrement que par la création de milices qui n'apportent tout au plus que du désordre. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. 12h12. Venons-en maintenant à la grève des travailleurs de la justice. Un mot d'ordre de 48 heures à compter de ce mardi au tribunal de Kaolack. Cette grève ne se fait pas sentir. Les activités se déroulent presque normalement. Néanmoins, certains Kaolackois demandent aux autorités de trouver des solutions aux revendications des grévistes. Détail Fatumbo. Des couloirs et salles remplis de personnes qui vont et viennent. La grève des travailleurs de la justice ne semble pas respectée au tribunal de grande instance de Kaolack. Ici, les activités vont bon train. Venus déposer leur dossier administratif, Ousmane Kambé et Khadim Diop soutiennent qu'ils n'étaient pas du tout au courant de ce mouvement d'humeur. Non, je n'étais pas au courant. Parce que ce matin, je suis venu au tribunal déposer un casier judiciaire. C'est un massacre. Je n'étais pas au courant. Je suis venu, j'ai déposé un casier judiciaire. Eux, ils travaillent. Ils viennent d'ouvrir ses portes. Face à cette situation qui risque d'impacter plus d'un, indignés, ces Kaolackois appellent les robes noires à la responsabilité. Les cours n'attendent pas. Et on a besoin de ces papiers pour déposer ces genres de comptes. Cela, ce n'est pas bon pour le pays. Parce que le pays abuse de la justice. Parce que tout le temps, il y a des cas de violence qui sont observés. Mais c'est la justice qui doit régler ces genres de cas-là. Mais s'ils sont en grève... Non, c'est pas normal. Parce que nous, on vient ici pour déposer notre casier judiciaire chaque jour. S'ils sont en grève, ce ne sera pas important. Force est de constater que la grève des travailleurs de la justice n'est pas bien suivie au tribunal de Kaolack, mais une situation du reste inquiétante pour certains qui invitent l'État à prendre en charge les préoccupations des travailleurs de la justice. Fatumbo Kaolack, Radio Futur Média. 48 heures de grève générale également à l'hôpital général Idriss Pouye les 14 et 15 mars. Le mot d'ordre de l'intersyndicale de OGIP est bien sûr suivi, selon le porte-parole Chersek. Le recrutement des contractuels qui travaillent dans l'établissement depuis plusieurs années fait partie des revendications. Les travailleurs réclament également des négociations sérieuses avec la direction. Chersek joint au téléphone par Awambay. Le modèle a été largement suivi. D'ailleurs, même c'était un défi qu'ils nous avaient lancé parce que ce qui les intéressait, ce n'était pas de dire que le mot d'ordre a été suivi et que l'écrasante majorité des travailleurs ont observé le mot d'ordre, mais c'est de faire dans la tromperie, c'est-à-dire d'amener des personnes à qui on fait porter des boulots. D'ailleurs, même l'exemple le plus patent, c'est au niveau des services de facturation. À plus de 90%, le personnel est parti en grève. Ils n'ont trouvé mieux que d'aller chercher d'autres personnes qui n'étaient pas des agents officiels pour facturer les malades parce qu'il fallait récupérer l'argent. Ce qui est malhonnête. Parce que si vous ne faites pas de soins à des personnes, vous n'avez pas le droit de leur prendre leur argent. C'est la même situation qu'ils sont en train de faire au niveau de certains d'autres services. Mais c'est peine perdue. Mais aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est de s'asseoir sur une table et de régler la situation au lieu d'aller prendre des stagiaires. Et d'ailleurs, même ce matin, on a constaté un grand nombre d'étudiants qu'on a amenés ici, à qui on veut faire travailler. Ça fait des jours
je dirais même des mois, où les programmes opératoires ne sont pas exécutés correctement parce que les appareils sont en panne. Comment on peut avoir 4 salles et pour tout l'hôpital, on n'a qu'un seul bloc opératoire? Vous allez même dans des services qui sont dans les privés, ils opèrent beaucoup plus de malades que nous en tant qu'hôpital de référence. Le conseil d'administration avait déjà demandé au directeur de le faire. Pourquoi brusquement le conseil d'administration a reculé? Mais ça peut faire atténuer la situation. L'autre point, c'est sur la situation des prestataires. Vous ne pouvez pas concevoir qu'on soit dans un hôpital où des personnes diplômées travaillent pendant 10 ans. Chaque année, on renouvelle leur contrat. Au même moment, on nous amène du personnel dont nous n'avons jamais été demandeurs parce que c'est des parents de personnes de leur mentor qui sont au niveau du ministère de la Santé. Et ce sont ces mêmes personnes-là qu'on envoie aujourd'hui comme des briseurs de grève. L'objectif visé, c'est uniquement ça. Les enseignants vacataires des universités du Sénégal étaient en assemblée générale ce matin. Ces prestataires disent représenter 70% du personnel enseignant dans ces universités. Ils disent vivre dans la précarité. Ils exigent donc de l'État le recrutement massif. Un mémorandum va être déposé à l'issue de leur assemblée générale de ce mardi. Koumba Sandiane Faye. Je dis que ça doit être un combat par principe. Il représente près de 70% du personnel enseignant de l'ensemble des universités du Sénégal. Pourtant, ils disent vivre dans une précarité qui a assez duré. Ces vacataires sont des docteurs et doctorants avec un statut de prestataire dans ces universités sénégalaises. Docteur Mariama Sodandaou, enseignante vacataire à l'UVS et à l'UCAD, est coordonnatrice du réseau des enseignants vacataires des universités du Sénégal. Mais malheureusement, ce sont des efforts qui ne sont pas reconnus dans le milieu de travail. Parce que nous travaillons comme étant des prestataires. Nous percevons suite à la base de services faits, ce qui peut durer 8 mois, voire même 10 mois. Et cela nous plonge quand même dans une précarité extrême. Ces enseignants vacataires qui, pour certains, ont servi plus de 10 ans, n'attendent des autorités universitaires et de l'État que le recrutement massif au vu du gap enseignant-étudiant. Docteur Mariama Sodandaou. C'est un gap criard. C'est dans ce sens que nous lançons un appel à l'État pour qu'il passe au recrutement massif. Nous avons aussi le deuxième point qui concerne le relèvement du taux horaire. Et quand on parle de relèvement du taux horaire, cela veut dire que le vacataire qui est payé sur la base de services faits devra quand même, on devra lui augmenter cet honoraire. Parce que l'honoraire n'est pas assez, je dirais, méritant pour les services de vacation. Réunis autour du réseau, ces enseignants vacataires, suite à leur assemblée générale de ce mardi, comptent rendre un mémorandum au recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avant de passer à l'étape supérieure pour obtenir gain de cause dans ce combat. Restons dans le secteur de l'éducation avec les réactions qui continuent après la publication des résultats des élections de représentativité dans le secteur. Le CELS Authentique est le seul syndicat du G7 à n'avoir pas été reconduit. Il a obtenu 8% des suffrages à la place des 10% requis. Son secrétaire général pointe du doigt le vote électronique, mais il évoque aussi la scission au sein de leur syndicat. Écoutons Pape Mbaye Marissi, le secrétaire général du CELS Authentique avec El Hadj Ndiogou Diène. Nous pensons que le vote électronique, nous l'avons éprouvé. Et il a aujourd'hui montré ses limites. C'est un vote, en tout cas, que je ne conseillerais à aucun autre, secteur. La raison, c'est que, avec la possibilité de disposer d'un numéro de matricule et de pouvoir voter à la place d'un autre, nous avons constaté qu'il s'agissait d'une brèche dans laquelle certains se sont engouffrés pour voter à la place d'autres. Donc, la limite phare du vote électronique est la possibilité pour un agent de pouvoir effectuer des votes à la place d'autres agents. Est-ce que vous n'êtes pas en train de chercher de simples alibis pour justifier votre contre-performance? Non. Je suis en train de dire la vérité, Elage. Je suis en train de dire la vérité. Je dis que nous l'avons éprouvé. C'est un dispositif que nous avons éprouvé. C'est une limite que nous avons constatée. Ça, tout le monde l'a constaté. Si vous mettez le numéro de matricule d'un agent, il vous demande de réinitialiser le mot de passe. Vous réinitialisez le mot de passe et vous avez la possibilité d'entrer dans Mirador pour pouvoir effectuer un vote à la place d'autres. Malheureusement également, c'est ce qui s'est réellement passé. Et nous l'avons constaté. Beaucoup de nos militants, en tout cas, nous l'ont dit. Nous l'avons également testé à notre niveau et nous avons découvert effectivement qu'il s'agit d'une faille dans le système qu'il faut aujourd'hui corriger. Mais pourquoi les autres syndicats n'ont pas fait la même remarque que vous? Bon, il faut leur poser la question. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des syndicats aujourd'hui qui sont autour de la table de négociation, qui ont exploité quand même cette brèche. Nous avons également connu une crise parce que nous sortons d'un congrès durant lequel également il y a eu une crise qui a conduit à la séparation, donc à la cassure de l'organisation.
Parce qu'il y a un groupe qui était constitué, qui voulait simplement récupérer l'organisation et la casser. N'étant pas arrivé à leur fin, finalement, le résultat a été qu'ils sont partis. Mais c'est un groupe également très important, qui comptait des sections qui étaient très fortes, malheureusement, et qui ont voté pour d'autres. Voilà, dans la deuxième partie de ce journal, nous reviendrons sur les attentes de ces enseignants au lendemain de la publication des résultats de ces élections de représentativité. Évoquons maintenant la lutte contre l'immigration clandestine. Le Sénégal prépare sa propre stratégie. Elle a été rédigée et n'attend plus que la validation des autorités. C'est ce que révèle le secrétaire permanent du comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine créé en décembre 2020. Voici le commissaire de police Mamadou Bokar Ly, interrogé par Anna Rocha. Après sa création, il y a eu les journées de lancement du SILEC, au cours desquels il y a eu des ateliers, les différents ministères ainsi que beaucoup d'organismes ont participé à ces ateliers et ont effectué à la fin des recommandations. Après, dès le début de l'année 2022, nous avons entamé l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière avec l'accompagnement d'un consultant. Nous avons fait le tour du pays avec notamment au niveau des gouvernances. Nous sommes entretenus avec les acteurs sur le terrain au sujet de cette stratégie. Les acteurs ont émis des avis qui ont été consignés dans un document. Par la suite, il y a eu plusieurs réunions de validation, notamment des points focaux du comité scientifique qui a été créé à cet effet. Et à la fin, nous avons également soumis ce document à la société civile qui a également apporté sa contribution. Le SILEC a effectué la stratégie de lutte contre l'immigration irrégulière. Ce document a été validé techniquement et soumis au gouvernement pour une validation politique. Le commissaire Mamadou Bokar Ly s'est prononcé en marge de l'ouverture d'un atelier de formation des membres du SILEC sur la protection des migrants. Et puis ce 14 mars, il y a 2 ans, disparaissait l'artiste-compositeur Thione Seck. Le leader du Ramdan est décédé à l'âge de 66 ans. Thione Seck était un grand parolier connu pour ses chansons très instructives qui a marqué l'histoire de la musique sénégalaise. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié-Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Au Mali, l'animateur de radio Rasbat de nouveau placé sous mandat de dépôt. Il a été inculpé pour avoir déclaré qu'un ex-premier ministre mort en détention il y a 1 an sous la junte avait été assassiné Koumba Sandiane Faye. Mohamed Youssouf Bathily Rachbat, président du CDR et chroniqueur, a été de nouveau interpellé chez lui par le commissariat du 5e arrondissement à Lafia Bougou, Bamako. L'incident est survenu hier lundi 13 mars aux environs de 10h du matin. Suite à sa dernière sortie médiatique, il a été convoqué suite à des propos tenus lors d'une conférence de l'Alliance pour la solidarité au Mali, ASMA. Il avait déclaré que Soumaïla Boubei Maïga, ancien premier ministre du Mali poursuivi et mort en détention, a été assassiné. Après son audition, le célèbre activiste et chroniqueur radio a été placé sous mandat de dépôt par le tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako pour simulation d'infraction. Son jugement est prévu pour le 13 juin 2023. Aliou Touré, secrétaire administratif du CDR, a déclaré qu'en tant qu'organisation de veille et de contrôle citoyen est très attaché aux valeurs républicaines et démocratiques. Le CDR restera derrière la justice malienne. Le bureau national du CDR appelle tous les militants et sympathisants à rester vigilants et très mobilisés pour les actions futures. C'est la 3e fois que Mohamed Youssouf Bathily Rachbat se fait épingler par la justice malienne. Il avait été arrêté dans le cadre de l'affaire de déstabilisation des institutions de la République, ensuite pour le délit d'outrage à magistrat. En Côte d'Ivoire, Amnesty International réclame l'annulation de la condamnation de 26 militants du parti de Laurent Gbagbo. L'organisation exige leur libération immédiate et sans condition. Ces 26 militants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire ont été condamnés jeudi à 2 ans de prison ferme pour trouble à l'ordre public. Ils avaient été interpellés et placés sous mandat de dépôt alors qu'ils accompagnaient l'un des responsables de leur parti à une convocation par la justice. Le directeur exécutif d'Amnesty Côte d'Ivoire
estime que cette arrestation n'est pas en phase avec les valeurs de la Côte d'Ivoire. En Mauritanie, les prochaines élections législatives, régionales et municipales sont fixées au 13 mai prochain. Annonce faite hier par le ministre de l'Intérieur à l'issue d'un conseil des ministres exceptionnel. Le président Ould Ghazouani a annoncé hier également par décret la dissolution de l'Assemblée nationale. Le mandat des députés s'achève en août prochain, mais un accord entre les différents acteurs politiques avaient acté la tenue d'élections anticipées pour éviter la saison des pluies. Certaines régions devenant difficiles d'accès. Selon l'agence de presse officielle mauritanienne, le nombre de députés passera de 157 à 176. En Guinée, l'opposition et le gouvernement ont repris hier contact après des mois d'absence de dialogue. Selon l'AFP, la rencontre ne semble pas avoir dissipé la suspicion profonde de l'opposition à l'égard de la junte au pouvoir, encore accrue par l'interpellation d'un de ses membres samedi. Le cyclone Freddy, pour terminer, au moins 99 morts et des dizaines de blessés au Malawi après une coulée de boue qui a emporté des maisons et enseveli des habitants. Au Mozambique, au moins 10 personnes sont mortes, 14 autres blessés selon les autorités locales. Merci Georges Détié-Diopi, les 12h26. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Au point de vue, nous évoquerons le lourd climat sociopolitique actuellement au Sénégal avec des manifestations prévues par PASTEF et Yewwi Askan Wi ce mardi, demain mercredi et même jeudi. Avec nos deux intervenants du jour, Hassan Sek, enseignant-chercheur, docteur en sciences politiques, et Mamadou Sy Albert, analyste politique. RFM Sport. Le journal des sports avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Parlons de la problématique des échecs des clubs sénégalais en Afrique après les succès de nos sélections nationales. Toutes nos sélections étaient victorieuses dans les différentes compétitions dans lesquelles elles ont été engagées, mais les clubs sénégalais peinent à retrouver le sommet des compétitions en Afrique. Comment expliquer ces échecs à répétition? Quelles solutions préconiser? Nous avons posé toutes ces questions ce matin à Souleymane Diallo. Il est l'entraîneur de l'équipe de Guédiawaye Football Club. Voilà la réponse de ce dernier. Pour moi, la réflexion doit être menée sur deux angles essentiels. Le premier angle, c'est d'ordre organisationnel. Le second, c'est sur l'angle compétition. Pour l'angle organisationnel, on voit qu'effectivement, les clubs sont en train de faire des efforts en ce sens, surtout sur la médiatisation, la visibilité des équipes. Et même si, effectivement, sur cet angle-là, effectivement, il y a des efforts à faire. Et le second axe qui me semble être l'axe le plus important, c'est la performance. Et cette performance, on le résume sur deux volets. D'abord, il faut que les clubs parviennent à garder nos meilleurs joueurs. Vous conviendrez bien entendu avec moi que depuis presque 5 ans, nous perdons nos meilleurs joueurs, nos meilleurs buteurs. Tous les meilleurs joueurs partent. Et maintenant, le championnat sénégalais fournit les meilleurs joueurs des championnats d'à côté. Donc je pense qu'aujourd'hui, les clubs doivent travailler pour pouvoir garder les meilleurs joueurs. Après avoir gardé ces meilleurs joueurs, il faut avoir une structure d'accueil, c'est-à-dire créer des conditions où ces joueurs-là vont évoluer. Il faut que les clubs aujourd'hui parviennent également à avoir des terrains où ils vont s'entraîner. Au-delà des terrains d'entraînement, mais bien entendu, créer des structures, des terrains où ils vont compétir. Aujourd'hui, des clubs comme le Djaraf, comme le Guédiawaye, pour moi, ils doivent pouvoir trouver des terrains pour la compétition. Parce qu'il y a 3 facteurs qui déterminent la performance sportive. Parmi ces facteurs-là, il y a la notion de compétition. Mais aussi et surtout, il y a la notion d'infrastructure. La Ligue 1 va mettre à jour son calendrier avec le programme de la 12e journée, avec cette rencontre qui va opposer Génération Foot à l'équipe de Dakar Sacré-Cœur, match qui va donc se dérouler à Ibrahima Boye. La Ligue des Champions avec la suite des 8e de finale également aujourd'hui. Manchester City qui joue contre l'équipe de Leipzig, Porto joue contre l'Inter de Milan. Début de la 2e journée de la balle. La balle avec au programme aujourd'hui à Dakar Arena l'équipe de REC du Rwanda qui croise Abidjan Basket Club. Kaura Falcon du Nigeria va jouer contre l'équipe du Stade malien.
Le CNG de lutte prend de nouvelles mesures pour encadrer les face-à-face. Et ceci donc après plusieurs incidents notés lors de ces face-à-face qui ont pour but de promouvoir les grandes affiches. Après plusieurs dérives et plusieurs altercations, le CNG a réuni tous les acteurs pour fixer de nouvelles règles et amener pour la première fois des sanctions contre les responsables de ces troubles. Meïssa Ndiaye est le vice-président chargé de la lutte avec frappe au niveau du CNG. Nous avons avec beaucoup de regrets noté que beaucoup de cérémonies de face-à-face, tout au contraire, au lieu de participer à la promotion des combats, au lieu de participer à la promotion de la lutte en général, on notait des scènes de violence, on notait des manquements de part et d'autre. C'est pourquoi le CNG avait pris l'initiative de suspendre provisoirement, de suspendre surtout le temps de conscientiser davantage les acteurs. C'est ce qui a été fait hier. Nous avons rencontré les composantes. Ensemble, ils ont tous reconnu les manquements notés lors des face-à-face, malgré les dispositions prises lors de la signature des avenants. La signature des avenants, les parties conviennent sur 7 points, mais malheureusement, aucun de ces 7 points n'a fait l'objet de respect par rapport de part et d'autre. Ils pensent pouvoir, avec les nouvelles dispositions qu'on aura à prendre d'ici quelques jours, nous sommes en train de préparer d'autres dispositions pour corser d'abord les mesures qui sont là en place, cette fois-ci pour sanctionner. Cette fois-ci, nous allons sortir avec des sanctions pour qu'au moins une fois pour de bon, les face-à-face vont être bien organisés, et bien organisés. Voilà, Suleiman, c'est tout pour le sport. Merci, Malal Junior Diagne. Il est 12h32. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Les ex-travailleurs de la biscuiterie Werbe exhument leur dossier 12 ans après leur licenciement. Ces derniers avaient saisi la justice, mais depuis lors, ça ne bouge pas. Ce matin, ils ont tenu une conférence de presse et ont brandi la menace d'observer une grève de la faim dans les jours à venir. Nous en reparlons dans nos toutes prochaines éditions. Les enseignants listent déjà leurs attentes au lendemain de la publication des résultats des élections de représentativité. Ils demandent aux syndicats sortis vainqueurs du scrutin de se mettre tout de suite au service de l'école pour résoudre au plus vite les inégalités. À Diourbel, les enseignants interrogés ont salué le déroulement de l'élection. Alima Toussar. Le taux de participation est jugé satisfaisant selon Moustapha Dia, coordonnateur de l'IVEC élargi, mais les résultats escomptés ne sont pas atteints. On était présents dans tous les 3 collèges. Malheureusement, les résultats n'ont pas suivi parce qu'on a eu un taux de 4,77%. Donc vraiment, c'était une déception. Par exemple, au corps de préscolaire élémentaire, vraiment, on a noté une très grande satisfaction. Parce qu'il y a 5 ans, notre coalition, donc l'UDEN, avait 10%. Maintenant, avec la coalition, on est passé de 10 à 15,78%. Pour Modou Mahfous Dia de l'école Serigne Saliou Fall, membre de l'organisation pour le renouveau syndical en collaboration avec le QSAMS, le système mis en place a facilité les votes. Certains collègues aussi n'ont pas eu beaucoup de problèmes à voter puisque c'était juste avec les portables. Auparavant, on se mettait dans des écoles, se mettre à rang presque toute une journée. Ça a été difficile. Cette fois-ci, vraiment avec nos systèmes, ça a été bien appliqué. Se sentant lésés lors des dernières négociations, Moustapha Dia estime qu'il urge aujourd'hui de résoudre les inégalités. Parce qu'on a noté lors de ces dernières élections-là que ceux qui étaient censés surtout défendre l'élémentaire vraiment n'ont pas été à la hauteur. Ça, il faut le dire. Pour les indemnités, on se battait pour réparer ces injustices, mais malheureusement, on a réglé certaines iniquités, certaines injustices en créant d'autres inégalités, d'autres injustices, d'autres inéquités. Et l'intérêt des enseignants doit être mis en avant, dixit Modou Mahfous Dia. Mais surtout aussi avec les lenteurs administratives, le reclassement et autres, tous sont des points qui reviennent chaque fois. Mettre en avant les intérêts des enseignants, mais plus aussi l'intérêt du Sénégal. Le syndicat d'enseignants le plus représentatif pour les corps de contrôle et les sciences se mettre au service de l'école, une priorité pour nos interlocuteurs. Diourbel, Alima Toussar, Radio Futur Média. La revue de presse est signée Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Le retour triomphal de nos lionceaux. Nos héros sont de retour au bercail couvert d'or et de gloire. Une coupe et des médailles aussitôt à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Une foule a acclamé les genoux et puis procession jusqu'au palais où le maître des lieux les attendait, des cadeaux à la main. Le journal Le Soleil rend compte sans attendre. Macky Sall, premier supporter de l'équipe nationale, n'a pas à cacher sa joie et sa fierté, surtout après cette razzia réalisée par le Sénégal avec ce trophée U20 qui est venu s'ajouter à son palmarès
palmarès déjà riche de la CAN Senior, de la CAN Beach Soccer et du CHAN remporté en février dernier par l'équipe locale. Votre objectif était de voir Macky Sall. Ça tombe bien, Macky. Voulez-vous voir aussi à lâcher le président qui en a profité pour offrir 10 millions de francs CFA à chaque jour et membre de l'encadrement. Selon toujours Le Soleil, le président a instruit aussi le ministre des Sports de mener la réflexion sur un programme national de soutien au club et cela concernera aussi le renforcement du traitement des entraîneurs locaux. Ils ont fait de belles preuves et cela doit être intégré dans cette nouvelle réflexion, a dit mot pour mot Macky Sall, repris par le confrère. Le Soleil dresse aussi le profil de l'entraîneur des Lionceaux, Malick Daf. S'il vous était raconté, ancien meneur de jeu de l'US Gorée, du Port et de l'équipe nationale de foot, Malick s'est reconverti avec succès dans le coaching. Au-delà de ce trophée, relève toujours Le Soleil, il a réalisé beaucoup de performances en club. Il est décrit comme un homme au caractère trempé. On l'appelait Mbaye Dièye tant il était un bon lutteur. Le foot sénégalais du doute à la certitude. L'observateur tente de comprendre les raisons. Selon un coach en développement mental que le confrère a contacté, les échecs successifs ont créé un déclic chez les footballeurs. Cela a forgé un mental de la gagne, sans parler surtout de la motivation. Le dopage présidentiel, l'audience au palais de la République et les récompenses, ça joue beaucoup selon Khalifa Mohamed Traoré. La politique à présent, elle nous rattrape avec le meeting de Yewwi Askan Wi aujourd'hui et demain. Et après-demain, relève le journal BuzzFeed qui nous parle de 72 heures top chrono. Le confrère nous dit que Yewwi va tenir son giga meeting au terrain ACAPES, des parcelles à 15 heures avec ou sans autorisation. La majorité présidentielle qui accuse l'opposition de vouloir créer l'insurrection dans le pays, une pure manipulation destinée à se dégager de l'étreinte de Dame Justice et non sexuellement. Le journal Le Témoin parle de Talata de tous les dangers. Le quotidien a parcouru le communiqué de Pastef qui accuse l'APR de recruter des nervis, des jeunes mobilisés par la jeunesse et qui menacent de brûler la maison d'Ousmane Sonko. Le quotidien relève que Pastef se met en quatre dans cette affaire. En tous les cas, l'opposition et le pouvoir sont dans une logique de confrontation selon Walfadri. Vox Populi constate d'ailleurs une extrême montée des tensions. Les militants de Yewwi Askan Wi prêts au combat. Benno alerte les forces de défense et de sécurité sur le qui-vive, énonce textuellement le journal Les Échos. L'Observateur s'est rendu ce matin pour ses lecteurs au terrain ACAPES où doit se tenir le meeting de l'opposition. Le journal constate que là-bas et dans les environs, les riverains et commerçants ont peur sous la hantise des débordements. Le confrère rend compte aussi de la réunion de sécurité tenue hier par les pontes du pouvoir et constate qu'on est parti pour autoriser la marche. Le journal Réumi Quotidien nous dit que la marche va d'ailleurs être autorisée. En attendant, à Guédiawaye et à Pékin, Lat Diop et Pape Malick Ndour se donnent les moyens de tenir la ligne dure à l'assaut. Le cri de guerre de Pape Malick Ndour et de la jeunesse républicaine dans l'Observateur, tout comme les unités motorisées et outillées pour protéger les biens et les personnes de Lat Diop à Guédiawaye, à lire à la page 5 du journal L'Observateur qui a fait un dossier pour vous. Dans Libération, la disparition présumée de véhicules à la mairie de Kermassar, ce que révèle l'enquête des gendarmes. Devant les enquêteurs, le maire Adamassar a annoncé la disparition de 5 véhicules dont 2 ambulances et le corbillard de la commune. L'ancien secrétaire municipal Ousmane Sarr a dit aux gendarmes, en ce qui concerne le pick-up, il a insisté maintes fois pour que le maire sortant le rende à la commune. Le maire sortant Moustapha Mbeng déclare face aux gendarmes que le véhicule 4x4 pick-up était tombé en panne et il l'a remis à un ami mécanicien se trouvant à Thiès. Malheureusement, il est parti au Maroc se soigner. La vie chère à Dakar et dans les autres endroits du pays. La baisse des prix des denrées de première nécessité est respectée selon enquête, mais difficile de faire appliquer les mesures concernant le loyer et les transports publics. Le journal Le Sud Quotidien fait la même appréciation. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h39, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Ce mardi 14 mars 2013, le jour donc du méga meeting annoncé par la coalition Yewwi Askan Wi au terrain ACAPES des Parcelles Assainies. Manifestation autorisée in extremis par le préfet de Dakar. Malgré tout, la tension est perceptible à Dakar.
tant des moyens sont déployés, notamment au niveau des points sensibles de la région, par les forces de l'ordre. Et c'est ainsi depuis plusieurs mois, chaque fois qu'il y a une grande manifestation de l'opposition ou un développement dans les affaires impliquant Ousmane Sonko, le leader de PASTEF. Nous sommes avec nos deux intervenants du jour, M. Hassan Seck, chargé d'enseignement, et non docteur, chargé d'enseignement dans les universités et analyste politique. Bonjour M. Seck. Bonjour. Nous sommes également avec Mamadou Sy Albert, analyste politique. Bonjour Mamadou Sy Albert. Bonjour Suleiman. Alors, Hassan Seck, n'est-il pas à craindre que la tension continue de monter, que le mercure continue de monter d'ici à la présidentielle? Quels sont les risques sociopolitiques encourus par le Sénégal si on n'apporte pas une solution à cette surenchère? Oui, merci beaucoup Suleiman. Pour aller droit au but, aujourd'hui nous vivons une problématique. Je pense que toute la question tourne autour de... les gens sont tendance à voir le problème en termes de désaccord. Est-ce que tout simplement ce qui est anormal c'est le désaccord ou bien les manifestations du désaccord et la non prise en charge par des mécanismes appropriés? Parce qu'en réalité, il ne se pose pas de problème que dans l'espace politique, que les gens ne puissent pas avoir le même point de vue. Cela est tout à fait normal. Parce qu'en réalité, le conflit est consubstantiel à toute organisation humaine. Mais toute la problématique se situe au niveau, d'abord, des manifestations, de comment cela se manifeste, ces désaccords. Ça, c'est d'un. L'autre aspect, c'est au niveau de comment quels sont les mécanismes qui sont mis en place, n'est-ce pas, pour la prise en charge, n'est-ce pas, du conflit. Parce qu'en réalité, on ne peut pas dire dans un pays quelconque, il n'existe pas un pays où il n'y a pas de conflit politique. Oui, mais maintenant, il y a deux aspects, vous l'avez dit. Pour la manifestation, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? L'opposition n'a-t-elle pas le droit d'organiser des méga-meetings ou des giga-meetings, peu importe l'appellation? Est-ce que, par exemple, le fait que le préfet ne donne son accord qu'à quelques heures de la manifestation ne contribue pas justement à cette tension-là? Vous savez, on a l'impression que face à une manifestation d'un désaccord, ce qui crée la violence, c'est beaucoup plus une réponse à une manifestation d'un désaccord avec un comportement violent. Moi, c'est l'analyse que j'ai pu faire. Parce qu'en réalité, l'opposition peut bien... On ne peut pas dire que l'opposition ne peut pas organiser des manifestations. Ça, c'est dans l'absolu. Personne ne peut dire ça parce que les manifestations sont constitutionnelles. C'est des libertés constitutionnelles qui sont garanties aussi bien par la Déclaration universelle des droits de l'homme que par, n'est-ce pas, les différentes constitutions qui se sont succédées. Mais aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est que le problème, c'est moins la démonstration de force politique. Parce que c'est tout à fait normal que les organisations politiques qui concourent au suffrage puissent procéder, n'est-ce pas, puissent faire de la démonstration politique. Cela est tout à fait normal. Il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Mais là où il y a un enjeu, c'est chaque fois que l'on utilise l'instrument judiciaire, c'est-à-dire chaque fois que la justice donne l'impression d'être instrumentalisée, parce qu'effectivement je dis l'impression, c'est parce que c'est une perception pratiquement aujourd'hui devenue majoritaire, parce que la justice est perçue comme étant un bras armé. Maintenant, pour autant, cette justice peut être même considérée comme étant un bras armé, toute la question fondamentale se pose par rapport, c'est la problématique de sa crédibilité qui va se poser. N'est-ce pas? Parce que si les partis n'ont pas confiance en la justice, c'est là où ça va véritablement, ou bien véritablement s'installer la violence. Hassan Seck, on reviendra tout à l'heure sur le deuxième volet de votre raisonnement, c'est-à-dire les cadres où ce conflit peut être pris en charge. Mais avant cela, Mamadou Sy Albert, je rappelle que vous êtes analyste politique. On a entendu Benno Bokk Yakaar, à travers ses jeunesses, pour ainsi dire,
annoncé des unités de riposte au cas où il y aurait des dégradations aujourd'hui ou les jours suivants lors des différentes manifestations organisées respectivement par Yewwi Askan Wi et PASTEF. Est-ce que ce face-à-face, cette surenchère peut continuer sans qu'on aboutisse à une crise grave? Non, je crois que si le bras de fer entre Benno et Yewwi persiste, on va vers une confrontation. Maintenant, la difficulté, c'est, à mon avis, de Benno, c'est quand même extraordinaire qu'une coalition qui est au pouvoir puisse déclencher des mécanismes de riposte dans les quartiers, dans la ville, pour faire face à une opposition. Je trouve que ça, c'est inédit dans l'histoire politique du Sénégal, qu'un pouvoir puisse se substituer aux forces de sécurité, aux institutions, pour dire que nous, on va protéger les biens et les services, on va protéger les populations. Il y a une mauvaise compréhension, je pense, du jeu politique. Benno a une coalition qui est en face de Benno, c'est Yewwi Askan. C'est deux pôles. Il faudrait que les deux pôles s'acceptent. Que Benno accepte que Yewwi, c'est une force politique, c'est la principale force de l'opposition, mais également que Yewwi accepte Benno comme une coalition qui gouverne. Je pense que tant que les deux coalitions rivales ne se respectent pas, n'acceptent pas l'autre, on est dans un conflit, dans un bras de... Mais comment y parvenir? Qui pour arbitrer tout cela et peut-être essayer d'apaiser la situation, de ramener le calme un peu? Mais aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure que le préfet a autorisé la marche. Imaginons si le préfet avait suivi le Benno, il allait interdire. Donc l'administration a un rôle à jouer. Les préfets, ils ne doivent pas dépendre de Benno ou de l'opposition. Le préfet doit avoir du bon sens. On est dans une période électorale. On ne doit pas interdire les rassemblements ou les marches. Je pense que l'administration a un rôle à jouer. Il faut modifier un peu la mentalité de notre administration. Elle est trop dépendante du ministère de l'Intérieur et du président de la République. Mais le deuxième niveau, maintenant, c'est le dialogue. Il faudrait trouver un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. On ne peut pas rester dans un bras de fer entre Yewwi et Benno. C'est même pas normal que notre démocratie soit prise en otage par les deux grandes forces politiques et les autres. Il y a combien de coalitions qui sont au Sénégal? Il y a combien de partis? Il y a combien de mouvements? Mais la démocratie, elle ne peut pas être prise en otage par les deux principales coalitions de notre pays. Et je pense que là, il faut trouver un dialogue entre tous les acteurs politiques. Mais la manifestation, c'est un droit. On ne peut pas empêcher une coalition aussi importante de Yewwi d'organiser des meetings ou des rassemblements. Ça n'a même pas de sens. Et on est dans une période électorale. Et je pense que là, il faudrait dialoguer, qu'il faudrait discuter et apaiser la démocratie. Ce n'est pas une confrontation, encore une fois. Ce n'est pas entre les militants que ça doit se faire. Assane Seck, vous êtes d'accord sur les ébauches de solutions, c'est-à-dire plus de neutralité de l'administration et peut-être un dialogue un peu plus renforcé entre les différents protagonistes du jeu politique? Oui, je suis parfaitement d'accord avec Mamadou Sy Albert. Effectivement, je pense que l'outil de prévention du conflit, tout comme l'outil de résolution d'un conflit, ce n'est rien d'autre que le dialogue. Parce que nous sommes des êtres humains. Mais en amont, il n'y a pas eu de dialogue. C'est ce qui nous a valu cette situation-là. Ah si, il y a eu un dialogue politique qui peut-être n'a pas abouti complètement, mais il y a 2 ans, et même jusqu'à l'année 2021-2022, il y a eu quand même ce dialogue entre les acteurs politiques. Mais je pense que nous étions tous là. Nous savons ce que cette montagne avait donné, ce que ce dialogue avait donné, ce cadre de dialogue. Je pense qu'il nous faut quand même un cadre de dialogue avec des témoins régulateurs. C'est là où je parle de mécanisme. Et effectivement, quand on pense en régulateurs sociaux, très souvent on pense
véritablement à l'espace maraboutique, en considérant qu'effectivement c'est là où on peut trouver de la neutralité qui pourrait être gage véritablement, n'est-ce pas, de concertation crédible. Mais malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est que pour autant la logique des camps, n'est-ce pas, a acquis droit de citer véritablement dans l'espace maraboutique. Et là aussi, si on doit dialoguer aussi, avec qui et qui va dialoguer, on sait qui et qui va dialoguer, mais qui va servir d'arbitre. C'est là où je vous dis que notre question fondamentale, c'est la crise de nos institutions. Et ce ne sont pas simplement les institutions politiques, très bien, mais surtout l'institution judiciaire. Parce que si l'institution judiciaire a été à sa place, je pense que beaucoup de questions pouvaient être élaguées. Mais la question fondamentale qui se pose actuellement chez nous, c'est quel crédit il faut accorder véritablement à cette justice. Merci beaucoup. Merci à Hassan Seck, chargé d'enseignement dans les universités et analyste politique. Dernière question pour vous, aussi brièvement que vous le pouvez, Mamadou-Sy Albert. Quels sont les principaux scénarios que vous entrevoyez d'ici à l'élection présidentielle? Bon, le scénario idéal, c'est vraiment qu'il y ait apaisement de part et d'autre, du pouvoir et de l'opposition, qu'il y ait amorce de dialogue sur le processus électoral, l'organisation des élections, mais également pacifier tous ces dossiers judiciaires et politiques. Ça, c'est l'idéal, que les acteurs politiques reviennent à la raison, qu'ils laissent les Sénégalais choisir leur président. Je pense que ça, c'est l'idéal. Maintenant, à défaut de cet idéal-là, comme M. Seck l'a dit, il faut qu'on trouve un médiateur. S'il n'y a pas de médiateur et qu'on est devant un bras de fer entre pouvoir et opposition, mais on va vers des lendemains incertains. Donc il faudrait que des médiateurs, je ne crois pas tellement aux médiateurs religieux. Les religieux, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Vous regardez ce qui s'est passé en 2021. Mais qui d'autre, à votre avis? Non, mais c'est les acteurs de la société civile. La société civile, c'est ça son rôle fondamentalement. C'est d'arbitrer, c'est de surveiller, c'est d'accompagner. On a des leaders quand même expérimentés. Si vous voyez un Ali Tine qui a plus de 30 ans d'expérience politique, qui est un expert à l'échelle de toute l'Afrique et à l'étranger. Ce n'est pas les ressources humaines qui nous manquent, c'est la confiance à notre société civile qui manque. Merci. Merci Mamadou-Sy Albert. On vous retrouvera tous les deux, Hassan Seck et vous-même, dans la version Wolof de ce débat. À 12h52, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé, à la rédaction en chef Elhadji Ndiogou Diène, chef d'édition Awambaye, Abdoulaye Diop à la mise en onde, digital Yacine Pouy à la production, Alioune Ba. À 13h, le grand journal en Wolof avec Barthélémy Ngom. Excellente suite des programmes. Au revoir.